Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des news. On va faire un petit tour du côté GPU principalement, puisqu'il y a un petit peu de news chez tous les constructeurs en fait. Et on va aussi faire un petit tour du côté des Game Awards, et puis peut-être deux trois autres trucs, je sais plus. On y va, c'est parti. Et donc on entame avec AMD et Lenovo qui a fait fuiter le listing d'une 6500 XT, donc confirmation de la 6500 XT. Bon, il n'y avait pas de gros doute sur le fait que cette carte arrive, mais du coup c'est officiel, hein. Ça a été enlevé assez rapidement une fois que ça s'est vu. Pour ce qui est de la 6500 XT, on attend toujours une annonce possible pour le 4 janvier, puisque le 4 janvier c'est le CES, et le CES, il y aura des conférences de la part d'AMD, d'Intel et d'NVIDIA aussi, il me semble. Donc on devrait avoir un paquet d'annonces côté GPU ce jour-là. Donc ça va être une grosse journée à mon avis. Au niveau du lancement, pour cette 6500 XT, on s'attend à ce que ça sorte du coup courant janvier, donc ça devrait arriver assez vite. Et au niveau des specs, alors pas de grosses surprises jusqu'ici, on s'attend toujours en fait grosso modo à une demi 6600 XT, puisque quasiment toutes les specs ont été coupées en deux. Moitié moins de corps, moitié d'Infinity Cache, moitié de RAM, enfin moitié de tout. La seule chose que l'on ne sait pas pour l'instant, c'est les fréquences du GPU et de la RAM. Alors sur le papier, comme bien souvent avec les cartes RDNA2, ça paraît un petit peu faiblard, mais ça veut pas dire que les performances seront immondes. On l'a vu avec les 6600 XT et 6600, alors c'était clairement des cartes dédiées au 1080p, au rafraîchissement on va dire. Ici les 6500 XT et futurs 6400, on sera toujours sur du 1080p, mais moins rapide. Concrètement, faut pas s'attendre à des miracles, ça reste de l'entrée de gamme. On espère que le prix sera entrée de gamme également. Mais c'est pas parce que toutes les specs sont divisées par deux que les performances seront divisées par deux, puisque aux dernières rumeurs, cette carte devrait consommer aux environs des 120 watts, ce qui voudrait dire qu'AMD l'a poussé à balle. Donc ça veut dire qu'au niveau de la fréquence, ça risque d'être très élevé, probablement plus élevé que la 6600 XT que l'on voit ici, qui était déjà à 2500 MHz environ en boost. Je m'attends quand même entre du 2.5 et du 3 GHz, pourquoi pas. Ce serait pas impossible. Puisque bon, faut garder à l'esprit que ce sera vraiment une toute petite puce. Dans la logique, c'est quelque chose qui doit consommer que dalle. Mais du coup, comme ça arrive à 120 watts, c'est que ça va être au taquet. Pour ce qui est de la quantité de RAM, on n'est pas encore sûr et certain qu'il n'y aura que des modèles à 4 Go. Pour l'instant, c'est ce qui a été annoncé. 4 Go de RAM sur un bus 64 bits, ça peut aussi être 8 Go de RAM sur le même bus 64 bits, puisqu'on multiplie par 2 à chaque fois. Donc, à 4 Go, l'avantage, je dirais, c'est que c'est une carte du coup qui n'intéressera pas les mineurs d'Ethereum. Ça intéressera peut-être d'autres mineurs de crypto, mais pas l'Ethereum, ce qui fait déjà une grosse partie des mineurs en moins. Donc c'est un petit peu la lueur d'espoir, entre guillemets, sur le bas de gamme, c'est que cette carte, du coup, n'intéresse pas forcément les mineurs de crypto. Donc ce serait peut-être, potentiellement, une des rares cartes à se retrouver en stock à un prix, on l'espère, plutôt correct. Alors après, ouais, je sais, il y en a plein qui vont dire 4 Go de RAM en 2021, 2022, quand elle sortira, c'est trop peu. C'est borderline, très clairement, ça peut encore passer en 1080p, au-dessus c'est mort, c'est clair, surtout sur les nouveaux jeux. Mais bon, dans l'ensemble, si la carte sort, qu'elle coûte pas trop cher, mais je m'attends quand même à ce qu'AMD nous la sorte à 250 balles, puisque pourquoi pas, après tout, on est en plein délire. Mais même à 250 balles, si c'est sur le marché en quantité suffisante pour patienter, ce sera pas la pire des cartes du monde non plus, par rapport à ce qu'on retrouve en occasion, puisqu'au niveau des performances, à mon avis, à vue de nez, on devrait tourner entre une 1660 Ti de l'époque et une 2060 de chez Nvidia de la génération précédente. C'est pas incroyable, mais ça peut suffire pour pas mal de monde aussi. En parallèle de ça, on entend aussi parler de la RTX 3050 chez Nvidia, du coup pour PC de bureau. Et aux dernières rumeurs, ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est qu'apparemment on ne serait pas sur le GA107. Le GA107 qui équipe déjà les PC portables avec les RTX 3050 Ti et 3050 pour PC portable.
dont les performances sont plutôt médiocres, hein, on va pas se le cacher. Ici, apparemment, on serait sur du GA106 castré. Donc le GA106, c'est la puce qui équipe les 3060 actuels. Par contre, ici, grosse différence avec la 6500 XT, ben, c'est que cette 3050 aurait apparemment 8 Go de RAM hein, et non pas 4. Donc, d'emblée, la carte devrait plus intéresser les mineurs de crypto-monnaies si les performances en minage sont au rendez-vous. Il faut aussi s'attendre à ce qu'elle soit LHR, très probablement. Même si on sait que le LHR à l'heure actuelle, ça bloque plus grand chose, mais bon. Le fait que ce soit une carte avec 8 Go de RAM, hein, ça veut aussi dire que le bus mémoire est plus petit que sur la 3060, ça veut aussi dire qu'on aura moins d'unités de calcul très probablement. Encore une fois, hein, la grande inconnue, ben, c'est justement le nombre d'unités de calcul. Ici, on ne sait pas, on ne connaît pas les fréquences non plus, on ne connaît pas la consommation. Du coup, on espère une annonce, hein, du coup le 4 janvier. Et une sortie apparemment prévue pour le 27 janvier. Bon alors après, est-ce que ce sera vraiment du GA 106 ou est-ce qu'on ira du coup vers le GA 107? Jusqu'ici, on avait uniquement entendu parler du GA 107 hein, pour les 3050, du coup je reste assez dans l'attente, hein, je sais pas. On verra bien si ça s'éclaircit d'ici là. Ce serait plutôt une bonne chose que ce soit le GA 106 plutôt que le GA 107, hein. Parce que si vous voulez voir les performances du GA107, allez voir des tests de PC portable en GA107, c'est pas la folie. Par contre, hein, le fait que ce soit une carte basée sur le GA106, ça veut très probablement dire aussi que la carte sera très certainement plus chère que la 6500 XT. Bon alors après c'est pas sûr à 100%, hein, puisqu'on a vu que dernièrement AMD, au niveau des tarifs, était assez élevé aussi, donc dans la logique, cette 3050, si elle arrive telle qu'elle, devrait coûter moins cher officiellement que la 3060, hein, pour rappel, qui normalement coûte 330 $. On en est très loin actuellement, hein, puisqu'on est à plus du double bien souvent. Et donc cette 3050, au tarif officiel, ben, ce sera très probablement du 280 balles. Enfin, moi je le vois comme ça. Chez Nvidia, on n'a pas uniquement hein, que la 3050 qui est censée arriver. On a déjà entendu parler de la 3090 Ti à de très nombreuses reprises. Apparemment, ça devrait sortir en même temps que la 3050 avec une annonce très certainement aussi le 4 janvier. Par contre, on a aussi la 3070 16 Go qui doit être annoncée le 17 décembre, hein, donc dans quelques jours, pour une sortie le 11 janvier. Alors, est-ce que ce sera une annonce en catimini du type 2060 12 Go? J'en sais rien. Toujours est-il que la date du 17 décembre, c'est un peu étrange. On a aussi la fameuse 3092 Go dont on ne sait rien pour l'instant au niveau annonce et sortie. Faudra attendre d'en savoir plus, c'est très probablement une de celles qui intéresse le plus de monde, même si la 3070 Ti 16 Go, ça peut être plutôt pas mal. Hein. Alors après, moi je vous avoue que ce qui me fait un petit peu peur, ben, c'est qu'on ait une répétition de ce qu'on a eu encore une fois avec le lancement de la 2072 Go. C'était la semaine dernière, on peut difficilement appeler ça un lancement, hein. Concrètement il n'y a rien eu. C'était un paper launch total, aucune carte en stock, aucun test nulle part, aucune annonce, enfin c'était le calme plat. Tout ce qu'on a su de la part d'NVIDIA, c'est que ben, le tarif, c'est une carte premium et donc le prix devrait être en conséquence. Alors on l'a vu, hein. La 2072 Go, les seuls modèles qui étaient en stock, même pas en stock, qui ont été listés quelque part, c'était 650 balles, absolument délirant hein, pour une 2060. Mais bon, en ce moment, je ne suis plus surpris de rien. Si on suit cette logique-là, hein, la 3070 Ti 16 Go, c'est une version premium de la 70 Ti. La 3092 Go, c'est une version premium de la 3080. Du coup, est-ce qu'on aura le droit à un prix tout aussi premium? Est-ce qu'on aura des tests? Est-ce qu'il y aura des exemplaires balancés sur le marché le jour de la sortie? Est-ce qu'NVIDIA va laisser du coup des cartes arriver sur le marché sans tarif officiel? Et du coup sans Founders Edition, très probablement. C'est très possible. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il va arriver, on n'en sait rien. J'espère que ce ne sera pas le cas, hein, concrètement. J'espère qu'on aura un vrai lancement comme on en a connu, même pour les TI l'année dernière. Je pense que ce serait quand même la moindre des choses. Et un tarif officiel, aussi fictif soit-il,
dans le marché réel. Mais bon, je n'écarte pas non plus la possibilité qu'on n'en ait pas, et que ces cartes-là se retrouvent sur le marché sans vrai prix, et du coup les partenaires peuvent se permettre de faire à peu près n'importe quoi, et Nvidia d'ajuster le prix en coulisses en conséquence, sans que ça ne gêne qui que ce soit, puisque du coup, il n'y a pas de vrai tarif, donc du coup on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, pour revenir sur la 2062 Go, il paraît qu'on devrait en voir plus sur les étals pendant le mois de décembre. Bon, pour l'instant, il n'y en a toujours pas, donc on attendra de voir, peut-être qu'il y en aura quelques-unes en plus. Alors après, en même temps, c'est pas difficile de faire plus que rien du tout, donc peut-être que s'il y en a deux, on les verra apparaître dans une boutique quelconque. Un peu plus la folie Intel, qui nous tease, qui nous hype à bloc avec ses futures cartes graphiques, puisqu'ils nous ont fait une vidéo cette semaine qui ne sert à rien, où en gros, on nous a montré des séquences de gameplay, apparemment, paraît-il, capturées avec leur GPU Arc. Alors après, le problème, c'est que ça pourrait être enregistré avec n'importe quel GPU. On n'a pas du tout d'indice au niveau des performances, on ne sait pas quelle carte a été utilisée, on ne sait pas dans quelle résolution. En bref, on sait rien. Donc, c'est une vidéo qui ne sert à rien. Concrètement, ça n'a aucun intérêt. On arrive au premier trimestre 2022. Merci, mais on était déjà au courant depuis un bon moment. Bon, ok. Du coup, comme Intel ne nous donne pas d'infos, on est obligé de se baser sur des leaks. Et justement, Moore's Law is Dead a refait une vidéo que j'appellerais récapitulative, encore une fois, des rumeurs sur Arc. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà entendues, mais c'est pas inintéressant de s'y repencher non plus. Pour faire très simple et très rapide, on aurait toujours cette histoire de deux puces différentes, une grosse puce, une plus petite puce. Sur la grosse, on aurait trois déclinaisons de cette puce, du coup plus ou moins castrées. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est qu'au niveau du castrage, ça irait jusqu'à la moitié des unités de calcul qui pourraient être désactivées sur le modèle le plus bas. On aurait 256 unités de calcul au lieu des 512, qui est quelque chose qu'on ne voit quasiment jamais. Généralement, on a des tailles à 20, 25, 30%, mais pas 50%. Généralement, quand on doit tailler à 50%, ça veut généralement dire que les rendements sont dégueulasses. Je ne pense pas que ce soit le cas sur le 6 nanomètres TSMC, qui est plutôt bien exploité depuis un bon moment. Du coup, il y a une autre raison derrière, apparemment. C'est une carte qui serait plutôt orientée PC portable, et ça permettrait d'avoir du coup une consommation plutôt basse pour 256 unités de calcul, avec seulement du 60-80 watts. Alors il dit qu'il y a très peu d'infos sur le truc, mais que la carte existe. On verra si ça se retrouve sur le marché. Après, pourquoi pas, Intel décline sa gamme comme ils l'entendent. Encore une fois, cette première génération, pour Intel, leur but, c'est de se faire un nom, c'est de montrer qu'ils sont présents sur le marché avec un produit utilisable et d'essayer de pénétrer le marché et de gagner en part de marché. Que bon, on a aussi la plus petite puce, et il y a quand même un gros gap entre la grosse puce et la plus petite, puisque la deuxième, elle a seulement, entre guillemets, au maximum 128 unités de calcul, et cette carte à 128 unités de calcul, on s'attend à ce que ça vienne se mettre en face des 6500 XT et des 3050 dont on a parlé juste avant. Donc, c'est pas innocent de voir débarquer ces modèles-là chez AMD et Nvidia, alors qu'ils n'en avaient absolument rien à faire jusqu'ici depuis plus d'un an. On voit que l'arrivée d'Intel, ça crée quand même une certaine inquiétude chez les deux concurrents. Puisque le plan d'Intel, on l'avait vu dans la dernière vidéo, c'est principalement de pénétrer sur le marché des laptops, les PC portables, et de faire des bundles. Des bundles assez agressifs au niveau du prix, du coup, puisqu'ils peuvent fournir processeurs, carte mère, GPU. Et chez Intel, ils travaillent très bien avec leurs partenaires sur les PC portables, et propose bien souvent des solutions clés en main, même jusqu'à designer le système de refroidissement et compagnie. Et Intel est très majoritaire sur les PC portables au niveau du volume. Donc ça fait très très peur, en particulier à Nvidia, qui n'a pas vraiment moyen de rivaliser, et qui du coup se repose énormément, peut-être un petit peu trop, sur son image de marque auprès des joueurs, puisque mettre un autocollant GeForce RTX sur un PC portable, ça le fait très souvent vendre mieux que si c'est autre chose. Mais si Intel arrive avec des produits compétitifs, intéressants, pas trop chers, et en plus que les partenaires d'Intel sont contents de travailler avec Intel plus qu'avec Nvidia, Nvidia avec ses partenaires, c'est pas toujours tout rose, loin de là, ça pourrait faire très 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 mal sur le marché des PC portables. Donc bon,
Au niveau des performances, comme on l'avait vu précédemment, on s'attend à quelque chose qui arrive en face de la 3070 Ti 6800 chez AMD, et ensuite on décline plus bas dans la gamme, puisqu'Intel apparemment aurait quelque chose à mettre en face de chaque modèle de ses concurrents en dehors du très haut de gamme. Alors après, au niveau du lancement, je trouve que les infos que Moore's Law is Dead nous a apportées ici, c'est pas très clair dans l'ensemble. Il dit un peu tout et son contraire, je trouve, dans la même vidéo. Mais bon, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que dans les grandes lignes, ça arrive premier trimestre pour les premiers modèles. On sait toujours pas si ce sera sur PC portable dans un premier temps. Ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, ce sera les plus petites puces dans un premier temps. Apparemment, la production commence en janvier. Et ensuite, les plus grosses puces avec une production en mars pour un lancement au deuxième trimestre. Donc bon, on devrait commencer à voir fleurir des modèles de pré-série, comme très souvent chez Intel, même à partir de ce mois-ci, hein. Donc on peut s'attendre à voir des fuites au niveau des performances à partir de à peu près maintenant. Ça devrait arriver, et probablement beaucoup plus à partir de janvier. Alors après, encore une fois, hein, le gros problème au final, hein, c'est que ce lancement arrive quand même assez tard. Hein. Si les grosses puces arrivent pour le deuxième trimestre, ça veut dire à partir de potentiellement le mois d'avril. Faut pas oublier hein, que quelques mois après, on a la nouvelle génération hein, qui arrive du coup chez AMD et chez Nvidia, très probablement Nvidia en premier, aux dernières rumeurs. Nvidia devrait dégainer en toute logique aux environs du mois de septembre, comme à son habitude. Ce qui voudrait dire que même si Intel arrive là, au mois d'avril, avec des cartes intéressantes à ce moment-là, à un prix même correct, ça veut dire aussi qu'on achète une carte quasiment déjà dépassée. Alors après, je vous avouerai que si le contexte reste le même que celui qu'on a actuellement, il vaut très certainement mieux acheter, par exemple, une carte Intel quand elle sortira, que de ne rien avoir, et de prendre le risque quelques mois plus tard de ne pas réussir à acheter les nouvelles générations de GPU, qui seront, à n'en pas douter, très compliquées à se procurer dans un premier temps, comme dalle. Donc bon, on verra comment tout ça évolue, mais bon, je suis toujours impatient du coup de voir ces nouveaux GPU et de les tester. Alors après la semaine dernière, on a aussi eu les Game Awards. Ce qui nous intéresse nous, côté PC, c'est que le Xbox Game Pass PC a un nouveau nom, ça s'appelle le PC Game Pass maintenant. Ce qui est quand même beaucoup plus simple, hein. C'était le Xbox Game Pass PC, c'est un peu chiant à dire. Le PC Game Pass, c'est plus simple. Et on sait tout de suite de quoi on parle. On nous a aussi annoncé plusieurs jeux hein, qui devraient arriver sur le Game Pass PC. Donc du coup, on aurait Sniper Elite 5, Pigeon Simulator, Trek to Yomi, Total War, Warhammer 3, Plague Tale Requiem, Redfall et Stalker 2, du coup, qui devraient arriver Day One sur le Game Pass. Ce qui est plutôt cool, hein. Le Game Pass, déjà sur la fin d'année, ça propose quand même pas mal de jeux quand même assez intéressants. C'est pas un mauvais deal dans l'ensemble, hein. Je sais, il y en a qui sont pas prêts à mettre 10 balles par mois dans un abonnement Game Pass, je peux le comprendre. Après, il faut aussi garder à l'esprit qu'on peut le trouver beaucoup moins cher. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, un de ces quatre. À côté de ça, on a aussi enfin la sortie de Final Fantasy VII Remake sur PC. Alors je vous avouerai que je pensais que ça sortirait bien plus tôt, hein. La fin de l'exclu officiel PlayStation était au mois d'avril de cette année, il me semble, hein, 2021. Mais ça arrive enfin, le 16 décembre, sur PC. On voit l'affiche sur l'Epic Game Store, on connaît toujours pas le prix. Ça c'est un petit peu bizarre, pourquoi pas le tarif? Bon, j'espère qu'il sera pas trop cher. Mais c'est plutôt une bonne chose, hein. Si vous l'attendiez sur PC, ça arrive enfin. Alors moi, hein, personnellement, j'ai fait le jeu à l'époque sur PS4, j'avais beaucoup apprécié. Je sais que le jeu divise un petit peu chez les puristes de FF7, même si dans l'ensemble, ce remake a été plutôt apprécié. Il y en a qui aiment pas, je peux le comprendre, hein. Si vous êtes vraiment très fan de la version originale, oui, le 7 est différent, hein. Ce remake est pas exactement pareil. C'est aussi ce qui fait son intérêt à mon sens. Et on a effectivement qu'un bout du jeu, hein. Ça c'est un petit peu plus dommage, du coup on attend la suite. Mais bon, c'est plutôt une bonne chose que le jeu arrive enfin. Personnellement, j'ai bien apprécié. Toujours personnellement, hein, il y a Alan Wake 2 qui a été annoncé, ça me fait plaisir, j'avais aussi bien aimé le premier sur Xbox 360 à l'époque, j'avais passé un bon moment. Alors apparemment ici on serait plus sur un survival horror que sur un jeu d'exploration, survie entre guillemets, hein. Le premier avait une ambiance très particulière, personnellement j'avais bien aimé. Impatient d'en savoir plus, hein, même si c'est pas pour tout de suite, puisque c'est prévu pour l'été 2023 il me semble, donc on a le temps de voir venir.
mais ça fait plaisir de voir revenir Alan Wake. Et j'espère que ce sera mieux foutu que le remake qui est sorti dernièrement, qui était dégueulasse. Et autre chose qui a fait beaucoup parler cette semaine pour terminer, c'est cette démo de The Matrix Awakens, qui est une démo en gros de l'Unreal Engine 5, disponible sur console, donc sur PS5, Xbox Series, X et S, et qui est franchement hyper impressionnante. Je trouve quand même que là on voit clairement ce que pourrait apporter la nouvelle génération de consoles. Quand on voit ce que c'est capable d'afficher, on comprend aisément que le cross-gen que l'on vit actuellement, pour plusieurs raisons, ça retient très fortement les gros jeux qui pourraient sortir par la suite. Et là, on comprend quand même qu'il y a un gap entre les anciennes consoles et les nouvelles. Clairement, on verrait pas ce type de jeu sur PS4 ou même sur les Xbox One. Bon, alors en disant ça, je vais très certainement me faire chier dessus par les fans de la Xbox One X, mais faut se rendre à l'évidence, c'est une console morte. Elle est maintenue en vie artificiellement actuellement, mais on arrive au bout. L'Unreal Engine 5, ce qui est vraiment hyper impressionnant, c'est ce niveau de détail à une distance d'affichage absolument immense, et c'est quelque chose que l'on n'a pas encore vraiment vu jusqu'ici. Concrètement, il y a certains passages, on a vraiment l'impression que c'est un film plus qu'un jeu vidéo. Et il y a beaucoup de monde qui ne se rend pas compte, par exemple, qu'une énorme majorité de la première partie de la démo, c'est fait in-game, c'est pas filmé. Bref, c'est quand même assez bluffant au niveau des éclairages, au niveau de la qualité globale. Ça trouve le cul. Voilà, j'espère vraiment qu'on aura des jeux de ce calibre-là à un moment ou à un autre. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de version PC non plus, mais bon, ça va peut-être arriver. Mais bon, ces premières démos techniques pour console, du coup, ça permet quand même d'entreapercevoir ce à quoi on pourrait avoir droit d'ici quelques temps. Alors après, je sais, c'est du 30 FPS, ça rame, c'est une démo technique fait apparemment par un studio plutôt... un petit studio, ils étaient pas si nombreux que ça, et c'est quand même hyper impressionnant. Par contre, en voyant des commentaires à droite à gauche, ça m'a quand même fait rigoler. Il y en a quand même qui comparaient ça à Division 2 en disant que Division 2 c'était quasiment aussi bien. Faut quand même s'acheter des yeux à un certain moment. Quand même aucune comparaison entre les deux. Alors après, perso, j'ai pu tester la version PS5 et la Xbox Series S aussi, on la voit derrière moi d'ailleurs. Alors oui, la version Series S, ça pique un petit peu. Clairement, c'est pas le même niveau de qualité que sur PS5 et Xbox Series X. Autant sur les grosses consoles, on va dire, parfois c'est bluffant, parfois on a l'impression que c'est un film, c'est très photoréaliste. Autant avec la Xbox Series S, à certains moments, on se rend quand même beaucoup plus compte qu'on est dans un jeu. Et ça tient en grande partie dû au fait que la console apparemment calcule sur une base de 720p avec un upscaling, l'upscaling de l'Unreal Engine 5 qui fonctionne très bien. Par contre, sur la Xbox Series S, du coup, on voit beaucoup le macro blocking et tout ce qui est artefact du coup d'upscaling, puisque du coup, au plus on part de bas au niveau de la résolution d'origine, au plus c'est compliqué de reconstruire une image correcte. Sur les autres consoles en plus haute résolution, c'est moins apparent. Sur la série S, on le voit beaucoup plus. Alors après, très clairement, quand on est en face de son moniteur et qu'on joue à la version série S, ça se voit, il n'y a pas de doute. Par contre, j'ai essayé après sur une télé 1080p à une distance plutôt correcte de l'écran, ça passe. Dans l'ensemble, ça passe quand même vraiment bien, ça reste très impressionnant. Et je dirais même qu'une console qu'on trouve assez facilement aux environs des 250 balles puisse nous sortir ce type de rendu, ça reste quand même plutôt pas mal, tout en sachant que c'est très certainement pas la version qui a été la plus optimisée. Apparemment, il y a encore énormément de travail d'optimisation à faire, même sur les versions PS5 et Xbox. Donc tous ceux qui s'amusent à faire des comparaisons hasardeuses sur les puissances des consoles sur cette démo, ça représente que dalle en fait. Donc faudra attendre d'avoir vraiment des vrais jeux exploitant l'Unreal Engine 5 pour vraiment se faire une idée. Mais bon, spoiler, les deux consoles sont de toute façon très proches, il n'y aura pas de grosses différences entre les deux. Donc bref, les batailles de zizi de consoleux, calmez-vous, les deux consoles c'est quasiment les mêmes. Enfin bref, du coup c'est à peu près tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que dans le tas de news, il y a quelque chose qui vous intéresse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube si vous voulez soutenir la chaîne. N'hésitez pas à faire coucou sur Discord et sur Twitch quand je stream, un de ces quatre. Ça reviendra. J'arrête pas de le dire, mais ça reviendra. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!